Alors, on va continuer avec la maladie d'Alzheimer. On a parlé des signes, voyons, des signes précurseurs, vous voyez, je perds mon vocabulaire, des signes précurseurs de la maladie d'Alzheimer. À partir du moment où on suspecte qu'un patient fait de l'Alzheimer, est-ce qu'il y a un test, tu sais, une prise de sang, un rayon X, un scan qui va nous dire, ah oui, ça c'est le diagnostic de l'Alzheimer? La réponse à ça, c'est non. Ça nous prend un examen médical complet et dans le fond, il faut éliminer beaucoup de trucs qui peuvent causer des troubles neurocognitifs pour s'assurer que c'est pas ça qui cause le trouble neurocognitif, pour éventuellement dire, bon, on a tout rule out, on a tout éliminé ces possibilités-là, on est rendu qu'on pense que c'est probablement une maladie d'Alzheimer parce que, comme je vous dis, il n'y a pas de test. Donc, on va faire une formule sanguine. On va essayer de voir est-ce que cette personne-là souffre d'anémie, est-ce que cette personne-là a des globules blancs très élevés, peut-être qu'elle fait une infection quelconque, puis c'est ça qui causerait son Alzheimer. On va tester ces gens-là pour le diabète, parce que l'hypo et l'hyperglycémie peuvent avoir un impact sur la capacité cognitive. On va faire les fonctions hépatiques parce que si notre foie ne fonctionne pas bien puis on ne métabolise pas bien nos médicaments et les toxines qui se retrouvent dans notre sang, bien ça peut causer des troubles cognitifs. Et en plus, si on a des problèmes hépatiques, on va le voir, oh non, on ne fait pas cirrhose, c'est vrai, vous allez le faire la prochaine session, mais si on fait la cirrhose du foie, on peut ne pas être en mesure de métaboliser l'ammoniac en urée, puis l'ammoniac, c'est pas supposé retourner dans la circulation. Un coup, ça passe au travers du foie, ça devrait être métabolisé. Si ça retourne dans la circulation, puis ça se rend au cerveau, ça cause des graves troubles cognitifs, donc ça pourrait être ça. Des problèmes de thyroïde, des problèmes de vitamine B peuvent avoir un gros impact. Puis, tu sais, on voit souvent nos personnes âgées ont des injections de B12 à tous les mois. Bien, c'est pour prévenir justement la carence en B12 qui peuvent avoir un impact sur les problèmes cognitifs. L'urée, la créatinine chez les insuffisants rénaux peuvent avoir un gros impact sur les problèmes cognitifs. Donc, c'est tous des trucs qu'on va vérifier. Le VDRL, c'est un test pour la syphilis. Parce que le troisième stade de syphilis, c'est un stade neurocognitif. Donc, si vous ne le savez pas, si on attrape la syphilis, la première manifestation, c'est le cancre. C'est une espèce de lésion qu'on va souvent voir sur les parties génitales qui va guérir de lui-même. Il y a des fois où on s'en rend même pas compte qu'on l'a eu, surtout si c'est les femmes puis c'est à l'intérieur du vagin. Ça se peut qu'on se soit même pas rendu compte qu'on avait ce cancre-là. La deuxième étape, c'est à un moment donné, plus tard, parce que la syphilis reste dans notre système, plus tard, on va développer une espèce d'érythème sur le corps au complet qui lui aussi va se résorber tout seul. Donc, si on n'a pas consulté à ce moment-là, on le sait, on pense que ça c'est juste disparu. On se dit, ah, c'était peut-être quelque chose que j'avais mangé, puis ça m'a causé une réaction allergique. C'est parti tout seul, je me pose pas de questions. Si on fait pas vérifier ça, puis que c'était causé par une syphilis, la troisième étape de la syphilis, parce que la maladie est encore en nous, elle se transporte à notre cerveau et commence à détériorer les cellules nerveuses au niveau du cerveau. Donc, si la personne commence à avoir des pertes de mémoire, puis des problèmes cognitifs, puis c'est causé par un VDRL, bien, on va soigner la syphilis avec des antibiotiques. On ne pourra pas réparer le dommage qui aura été fait, mais on va pouvoir stopper la maladie. Donc, vous comprendrez qu'on vérifie tout ça avant de dire la personne qui a des problèmes neurocognitifs, c'est la maladie d'Alzheimer. On va tout vérifier ça pour voir si c'est pas quelque chose qui est soignable. Puis si oui, bien, on va le soigner. Puis sinon, bien là, on va passer à l'imagerie médicale parce que je vous ai dit tantôt, maintenant, avec les scans, avec les résonances magnétiques, on est plus en mesure de voir l'activité cérébrale. Donc, on a une bonne idée si les cellules cérébrales commencent à mourir, s'il y a moins de transmission, s'il y a moins d'activité cérébrale, on peut le voir dans ces examens-là. Puis dans les prochaines diapositives, j'ai des photos. Ensuite de ça, il y a des évaluations de la fonction cognitive. Souvent, ça va être l'ergothérapeute qui va faire ça, le travailleur social parfois, les psychiatres. Alors, toutes les
je ne l'ai pas tout de suite, mais les mini-mentales de ce monde, les MoCA, MoCA qui est une version plus spécifique du mini-mental, les tests de l'horloge, puis il y a plein de tests cognitifs qu'on peut faire pour voir est-ce qu'il y a un impact, il y a vraiment des pertes cognitives ou c'est quelque chose de, de sporadique ou de ponctuel. Alors ici, on voit une image d'un scan normal. Donc, le rouge, c'est l'activité, là. Tout ça ici, c'est de l'activité. Ça ici, c'est les ventricules avec le liquide céphalorachidien. Alors ici, on commence à avoir moins d'activité cérébrale. Donc, c'est probablement quelqu'un qui déjà commence à avoir des problèmes cognitifs. Puis ici, on voit de moins en moins de régions rouges. Donc, ces patients-là ont de vrais troubles cognitifs. C'est pour ça que je vous disais maintenant, avec un scan, ici c'est un PET scan, on a quand même une bonne idée là, de est-ce qu'il y a du dommage au niveau cérébral, puis on peut suspecter que c'est de l'Alzheimer. Alors, dans les tests d'évaluation cognitive que je vous disais tout à l'heure, le mini-mental, le test de l'horloge, le MoCA, les échelles de dépression gériatrique pour voir est-ce que c'est vraiment un problème cognitif ou c'est un problème psychiatrique, un problème dépressif qui est complètement différent puis qui va être soigné de façon différente. Par contre, l'Alzheimer et la dépression, c'est souvent quelque chose qu'on va voir ensemble, surtout avant que la maladie se soit installée de façon complète, puis que la personne a complètement perdu ses facultés cognitives et sa mémoire. Tu sais, quand c'est pas complet encore, les gens réalisent qu'ils ont des pertes cognitives et c'est très déprimant pour ces gens-là. À partir du moment où ils n'en ont plus d'idées, qu'ils s'en rendent pas compte qu'ils ont des problèmes cognitifs tellement la maladie est avancée, la dépression est moins présente. Les cams, les radars, j'aurais dû écrire ici les radars, parce que ces personnes-là, est-ce qu'ils ont des problèmes cognitifs parce qu'ils sont en train de faire un délirium ou ils ont des vrais problèmes cognitifs qui est en train de se développer en démence? Il faut faire la différence entre les deux. Donc, il y a plein, là, les autres tests, ce n'est pas des trucs que nous, on va faire, c'est vraiment à ce moment-ci, c'est le psychiatre qui va pouvoir faire ces tests-là. Alors ici, on commence à parler de traitement pharmacologique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de cure pour l'Alzheimer. On ne peut pas guérir de l'Alzheimer, pas encore en tout cas. Peut-être qu'un jour on va pouvoir, mais pour l'instant, on peut pas. Ce qu'on peut faire, c'est ralentir le processus. Tu sais, je vous ai dit que la diminution en acétylcholine était problématique. Donc, si on veut ralentir la diminution d'acétylcholine, si on peut ralentir la diminution d'acétylcholine, bien, on va nécessairement ralentir les manifestations cliniques de l'Alzheimer. Donc, je vous ai parlé de l'enzyme qui bouffe l'acétylcholine, la cholinestérase. Si la cholinestérase, elle bouffe l'acétylcholine, puis qu'on sait que le manque d'acétylcholine cause les manifestations d'Alzheimer, bien, si tu enlèves la cholinestérase, le petit peu d'acétylcholine qui te reste, on la garde, puis elle va fonctionner plus longtemps, bien, on ralentit le processus. Donc, tous ces médicaments-là, puis je suis certaine que vous en avez déjà vu en stage ou vous allez sûrement en voir en stage, mais l'Aricept, c'est un comprimé. Ça fait quand même un bout de temps que c'est utilisé. L'Excellon, c'est un timbre. On l'utilise de plus en plus. Puis en plus, tu sais, le timbre, on le sait qu'il est là. Tu sais, la personne ne peut pas oublier. Ben, en tout cas, nous-mêmes, on ne peut pas oublier de le donner au patient. On le sait qu'il y a un timbre de coller en quelque part. Donc, puis le Redminil, si je me souviens bien, c'est un comprimé aussi. C'est des médicaments qui sont quand même utilisés beaucoup, qui sont assez fréquents. L'Aricept, là, c'est quelque chose qu'on va voir assez fréquemment. Puis l'Excellon, comme je vous dis, de plus en plus. Ensuite de tout ça, les antagonistes des récepteurs exhiba de ce monde, c'est aussi des médicaments qui ont tendance à ralentir le processus. Ça ne peut pas guérir la maladie d'Alzheimer, mais ça va au moins ralentir le processus. Ensuite de ça, tout à l'heure, je vous ai dit que, on va le voir à la prochaine diapositive, la dépression, mais l'Alzheimer, c'est souvent associé à des troubles de comportement. Parce qu'ils perdent, premièrement, ils perdent un peu de leur inhibition. Donc, c'est des gens qui vont être un peu plus agités,
qui vont être un peu plus agressifs, qui vont être un peu plus désinhibés. Donc, il faut soigner ces comportements-là. Donc là, on n'est plus rendu dans on soigne le Alzheimer. On soigne les manifestations cliniques associées à de l'Alzheimer. Puis là, ça se peut que nos patients Alzheimer prennent des antipsychotiques de toutes sortes pour essayer de gérer ces problèmes-là. C'est pas des traitements de l'Alzheimer, mais c'est des traitements de manifestations cliniques qui accompagnent l'Alzheimer. Ici, je vous ai dit, la dépression, c'est souvent associé, surtout au début de la maladie, la dépression va être associée à la maladie d'Alzheimer parce que les gens se sentent partir, réalisent qu'ils ont des problèmes cognitifs et c'est très anxiogène, c'est très déprimant de se voir aller. On le sait, là, qu'est-ce qui s'en vient. Là. À partir du moment où on a un minimum de connaissances, on le sait. Tu te fais dire là, à 60 ans, là, vous souffrez de la maladie d'Alzheimer parce que tu as des pertes de mémoire de temps en temps, bien, tu sais qu'à 70, 75, tu seras plus là. Fait que c'est assez déprimant comme diagnostic. Donc, c'est des patients aussi qui vont être soignés pour essayer de stabiliser leur humeur puis essayer de stabiliser leur dépression. Des patients qui vont souvent souffrir de problèmes de sommeil. Donc, c'est des patients à qui on va donner des somnifères. Par contre, c'est ça, c'est une roue qui tourne. Les somnifères causent des problèmes de mémoire, augmentent les risques de délirium le lendemain. Donc, peut-être qu'on se cause un peu plus de problèmes en donnant de la médication pour les troubles de sommeil. Si on essaye d'avoir des moyens non pharmacologiques de traiter l'insomnie, c'est bien mieux. Une bonne hygiène de sommeil, de la relaxation, de l'activité physique dans la journée, c'est hyper important. Donc, les inhibiteurs de cholinestérase, là, je vous ai mis juste un autre petit diapositive pour que vous compreniez que c'est pas mal la médication contre l'Alzheimer. L'Aricept, qui est le très, très fréquent, c'est un comprimé, l'Excelon, qui est un thème, ça va augmenter l'acétylcholine, mais ça ne va pas augmenter l'acétylcholine, c'est que ça va ralentir la diminution de l'acétylcholine parce que ça bloque la cholinestérase, puis la cholinestérase, ça bouffe l'acétylcholine. Donc, ça l'augmente pas, ça fabrique pas d'acétylcholine. Ça l'empêche que l'acétylcholine qui est là de se faire bouffer par l'enzyme. Comme je vous ai dit, c'est pas curatif, ça ne fait que ralentir la progression. Puis ça prend quand même 12, ils disent une douzaine de semaines avant qu'on commence à voir des bénéfices. C'est long là quand même. Ça va être bien, bien, bien important pour l'infirmière d'apprendre à communiquer avec son patient qui a l'Alzheimer. Puis là, je pense que je vais arrêter mon vidéo là parce que j'approche de mon 15 minutes de toute façon. Puis je vais faire que ma prochaine capsule va être juste sur la communication. Alors, on arrête là puis on continue après.